Les téléréalités qui ont marqué toute cette dernière décennie disparaissent petit à petit de nos écrans. Ça a commencé avec l'arrêt choc de Secret Story en 2017, puis des Anges, et tout dernièrement, des Marseillais. Mais alors, comment on en est arrivé là? Est-ce une bonne chose? Et quel avenir cela présage pour la télé-réalité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous êtes bien sur la chaîne Marion Segès, on parle de télé-réalité et des gros événements des influenceurs du moment. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Pour vraiment tout comprendre, il faut revenir aux bases. La télé-réalité est un genre apparu en 1971 aux États-Unis. C'est Greg Gilbert qui a eu l'idée de filmer une famille typique américaine dans son quotidien, la famille des Loud. Il s'engageait à rester naturel sous l'œil des caméras en échange de passer à la télé sans réel talent, ce qui n'était pas du tout commun à l'époque. C'est un succès, l'émission cumule chaque soir en moyenne 10 millions de téléspectateurs. Et les critiques sont bonnes. Les Américains sont heureux de voir enfin une presque vraie vie, bien loin du cinéma hollywoodien qui cherche tout le temps à en mettre plein la vue. C'est un vrai jackpot pour les productions, car en plus, ça coûte vraiment pas grand chose à produire. Les téléréalités évoluent avec l'émission The Real World, qui se rapproche beaucoup plus de nos téléréalités actuelles. 7 inconnus du même âge, qui ne se connaissent pas, vivent dans un loft dans lequel ils sont filmés sans arrêt pendant 3 mois. La télé-réalité perd alors un peu son sens de réalité, puisqu'avec ce nouveau concept, ils ne sont pas filmés dans des conditions qui se seraient passées en dehors de l'émission. Des histoires d'amour, des rivalités, des jalousies se créent sous l'œil des caméras. Il y a pour la première fois un confessionnal dans lequel les participants expliquent leurs réactions et leurs ressentiments face à ce qui se passe dans la maison. Et cette émission avait du très bon. C'était la première fois, en dehors de la couverture du mouvement pour les droits civiques, qu'on voyait, dans une émission de télé, des noirs et des blancs avoir des discussions engagées sur des problèmes de société, notamment liés au racisme. En 1999, une nouvelle révolution dans le secteur viendra cette fois d'Europe, aux Pays-Bas, avec l'émission Big Brother, produite par Endemol, qui pour pimenter un peu l'aventure, inclut des éliminations et des nominations, ce qui crée des tensions qui n'avaient pas lieu d'exister si c'était des simples vacances entre jeunes. L'intégralité de ce qui se passe dans la maison est visible sur internet. L'émission est un réel succès dont le concept s'étend vite dans le monde entier. La France, quant à elle, restait fébrile au lancement d'une émission pareille. Les directeurs artistiques des chaînes voyaient ça comme une catastrophe audiovisuelle. TF1 ouvre la brèche en lançant l'émission de survie Koh-Lanta, qui bien que la compétition soit réelle et dans un contexte de survie, reste une télé-réalité. Face à ce succès, M6 riposte en 2001 avec l'émission Loft Story, produite également par la société Endemol, avec en tête de la production une certaine Alexia Laroche-Joubert. Retenez bien ce nom car c'est l'une des femmes de l'ombre les plus importantes de la télé-réalité en France. Vous allez vite comprendre pourquoi. Loft Story reprend le concept de Big Brother, mais cette fois le couple préféré des téléspectateurs gagnait un loft. Alexia expliquera que les profils n'étaient pas du tout choisis au hasard. La séductrice, le bagarreur, la grande gueule, l'excentrique, des personnages très clichés et très stéréotypés pour que l'ensemble des Français puissent s'identifier à au moins un de ces jeunes. Des quotidiennes avec les meilleurs moments de la semaine et des primes le jeudi soir présentés par Benjamin Castaldi. Le succès est immense. Love Story devient un phénomène de société qui divise les Français mais qui fait parler. Une manifestation a eu lieu cet après-midi devant le siège de M6 à Neuilly. 250 personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'émission Love Story et la télé poubelle. Les manifestants ont déversé devant la porte du siège un amoncellement de sacs poubelles. Et puis, en fin d'après-midi, près de 200 anti-Love Story ont tenté de prendre d'assaut les studios de la Plaine Saint-Denis. Ils ont été dispersés par les vigiles qui ont utilisé des gaz lacrymogènes. Même les hommes politiques se mettent à l'évoquer. Et pour cause. M6 enregistre ses propres records d'audience, avec près de 6 millions de téléspectateurs réguliers, et même des pics à 11 millions de curieux. Et ce pic d'audience est partiellement dû à une scène en particulier, la scène de la piscine. En fait, l'une des candidates, Loana, a une relation sexuelle dans la piscine avec un autre candidat sous l'œil des caméras, et devient dès sa sortie une superstar connue de tous. Elle se faisait inviter sur tous les plateaux de télé pour parler de sa vie qui s'était transformée en un conte de fées. C'est un peu un conte de fées qui m'arrive. C'est un conte de fées. Malheureusement, le conte de fées a vite laissé place à un cauchemar sans fin, où se mélangent la drogue, l'alcool, la dépression et les tentatives de suicide. En fait, ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle n'était pas du tout prête à assumer un tel succès, une telle adulation et une telle haine à son égard en même temps. La production du Loft, qui lui a offert cette gloire, ne lui a donné aucune clé pour l'assumer et la maîtriser. Au lieu de ça, ils ont laissé la fille fragile avec un entourage toxique qui l'a détruite. C'est le premier dommage collatéral de la télé-réalité.
mais ça ne sera pas le dernier, ni même le pire. Il y avait quand même certains candidats qui parvenaient à utiliser cette notoriété, c'était le cas de Stevie, camarade de Loana dans la première saison du Loft, qui a su rebondir en tant que chroniqueur et animateur de plusieurs émissions. Une candidate très extravagante a aussi marqué les esprits durant la seconde saison du Loft, une certaine Leslie, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Affida Turner. I'm a fucking star, je vais pas faire votre truc de clochard. Elle décrochait à l'issue du Loft un contrat chez Sony Music. On fera sûrement une vidéo sur elle, tant son histoire est intéressante et remplie de hauts et de bas. En tout cas, elle est la preuve vivante qu'on pouvait très bien rebondir après le Loft. Alexia Laroche-Joubert produit sa nouvelle émission de télé-réalité, cette fois sur TF1, la Star Academy. Des jeunes vraiment talentueux passent de l'ombre à la lumière sous l'œil de 12 millions de téléspectateurs. Jennifer gagne la première saison, elle sera directement renvoyée à des bons managers et les meilleures maisons de disques pour gérer au mieux sa carrière. Aujourd'hui, quand on pense à elle, on pense à une chanteuse accomplie plutôt qu'à une simple candidate de télé-réalité. Le début des années 2000 est vraiment l'âge d'or de la télé-réalité qui lance ce genre nouveau, pour le meilleur et pour le pire. En 2007, TF1 reprend Love Story et le modernise avec Secret Story. La seule réelle différence étant que les candidats avaient des secrets plus ou moins profonds. Depuis 4 ans, je vis avec les poumons d'un autre. Et plus ou moins vrais à dissimuler. Je m'appelle Alexandre, le vampire. C'est encore une fois Alexia Laroche-Joubert aux commandes de l'émission. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ces candidats ont le mérite d'être sincères et des réelles histoires voient le jour. La notoriété est plus ou moins éphémère, il était dur de vraiment rebondir après ce passage télé, bien que certains y parvenaient comme Caroline Receveur, candidate de la saison 2 qui sera l'une des premières à s'imposer comme businesswoman après son passage à Secret. Pour les candidats, c'était plutôt une expérience éphémère de gloire, et le concept même de la télé-réalité qui leur donnait envie de passer dans l'émission. Mais en 2009, tout allait changer. Avec l'émission L'île de la Tentation, émission dans laquelle des candidats se sont alliés contre la production afin de faire valoir leurs droits, parce qu'ils estimaient mériter le statut de salarié. Candidat de télé-réalité devient pour la première fois un vrai métier. Alexia Laroche-Joubert, qui voit une opportunité, quitte Endemol et Secret Story pour produire sa propre société de production en collaboration avec le groupe Benny J. Elle voulait créer une vraie famille pour pouvoir les faire revenir d'une saison à l'autre en toute cohérence. Ils réunissent des barman, des DJ et des danseuses du nord de la France à Ibiza. C'est le début des ch'tis sur W9. Les histoires d'amour sont au rendez-vous, tout comme les clashs et la sincérité. Même si les habitués du programme qui commencent à vite connaître les mécanismes des caméras poussent leur personnalité de leur plein gré pour divertir au maximum les téléspectateurs et être certains de revenir l'année prochaine. Au vu du succès, Alexia réalise en 2013 le même concept de télé-réalité, cette fois pour les sudistes, les Marseillais. Elle recrute elle-même les figures emblématiques Julien, Paga, Kim ou encore Chana et Thibaut. NRJ12 et la production La Grosse Équipe s'emparent de la tendance pour permettre aux candidats de repasser à l'antenne sous le concept des anges de la télé-réalité. Ce qui était pratique, c'est qu'ils n'avaient même pas à faire vraiment de casting, puisque les autres émissions sont chargées pour eux. Pareil que sur W9, les candidats les plus intéressants aux yeux de la production sont repris année après année. La première à enchaîner véritablement les saisons est la grande gueule connue grâce à Secret Story, Amélie Netten. Et lors de la saison 4, elle est accompagnée par une certaine Nabila. Elle était à l'époque assez vulgaire et manquait cruellement de culture. Mais au lieu de le camoufler comme le faisaient la plupart, la jeune femme préférait en jouer. Elle devient rapidement un phénomène de société. Plus de 10 ans après Loana, c'est la nouvelle candidate emblématique de télé-réalité. Et beaucoup de filles s'identifient à elle. C'est le cas d'une certaine Jessica Thivenin, qui deviendra en 2015 la tête d'affiche des Marseillais avec la même recette que Nabila. Son manque de culture, sa grosse poitrine et son fort caractère. Vous pensez que Nabila a juste participé à styliser un certain manque de culture et la grosse poitrine? Eh bien, détrompez-vous. Elle est aussi à l'origine de l'un des business les plus rentables et problématiques, celui des influenceurs, ou influ-voleurs comme le dirait Booba. J'ai déjà fait une vidéo consacrée au parcours semé d'embûches de Nabila que je vous invite à regarder ensuite pour vraiment comprendre comment elle a révolutionné la télé-réalité. Mais en gros, c'est devenu la première influenceuse française, et les marques ont commencé à se l'arracher pour avoir accès à un public jeune. Mais Nabila, accompagnée par Thomas, avait du mal à gérer toutes ces collabs. C'est alors qu'une femme, qui venait de faire faillite dans sa société d'assurance, a approché Nabila pour devenir son lien entre elle et les marques. Elle s'appelle Magali Berda. En quête de toujours plus d'argent, elle a élargi ce système à toutes les grosses têtes de la télé-réalité. Il faut savoir qu'avant, les candidats se faisaient payer des sommes minimes pour les tournages et gagnaient des sommes aléatoires avec des bookings en boîte de nuit.
On pouvait survivre grâce à la télé-réalité, mais pas en vivre pleinement. Et grâce à Magali, ça devenait possible. C'était même possible de très bien en vivre. Les candidats les plus populaires se font beaucoup d'argent. Nabila tourne même autour de 400 000 € par mois. La culture du vide est reprise et surjouée par la majorité des candidats. Quand il dit je vais au grec, pour moi c'est comme si je vais en Grèce. J'ai mangé un truc au fromage. Qui a peint la Joconde? Christophe Willem, je sais pas. Comme elle, les filles de base naturelle passent par la case chirurgie esthétique. Quitte à décrédibiliser de plus en plus la télé-réalité, les clashs sont omniprésents, tout comme les histoires d'amour et les tromperies, ce qui permet de faire exploser les audiences. Au vu de ce que ça devenait, Alexia Laroche-Joubert décide de quitter le navire. Elle l'avait sûrement compris avant tout le monde. L'aspect business que représentait être un candidat de télé-réalité allait finir par détruire les émissions en elles-mêmes. Il y a écrit « Finito Hippo ». La première à poser genou à terre est Secret Story. C'est celle qui a le plus participé à une ouverture d'esprit sur la société, qui rassemblait des jeunes de tout milieu en repérant des personnalités vraiment intéressantes et attachantes. L'émission a apporté tellement de scènes cultes au fil des années. Mais qui est espèce de vieille cruche, va? Je n'ai pas couché avec Marilyn. Tu as couché avec Marilyn. Heureusement, il y a une vitre. Mais malgré que les castings aient toujours été plutôt réussis, l'aspect carrière qu'il y avait derrière ce passage télé devenait trop important. Les candidats qui voulaient être influenceurs à l'issue de leur participation devenaient forcément moins naturels que ceux des premières saisons. Le genre lui-même a fini par perdre de son importance, et le public s'en est lassé. En 11 ans, malgré les tentatives de renouveau et de surprise, on est passé de 6 millions de téléspectateurs à 600 000. Le phénomène s'est essoufflé, l'arrêt était certain. Sans Secret Story, les anges ne tenaient aussi plus qu'à un fil, puisqu'ils n'avaient plus de nouveaux candidats emblématiques repérés par la production de Secret. Après que Nabila ait refusé de participer à la saison 6, les candidats se sont sentis plus confiants que jamais et ont commencé à imposer leurs règles à la production, qui se sentait obligée de répondre à toutes les attentes des nouvelles stars du programme. Et cela inclut l'acceptation de produits illicites, pour les grosses têtes, et les bizutages de plus en plus violents. Ça a commencé avec Nelly dans Les Anges 6, et surtout dans Les Anges 8, Aurélie Preston, qui a subi les pires candidats de télé, qui l'ont humiliée et martyrisée. C'est parti vraiment très loin, puisqu'après ce tournage chaotique, la jeune fille a même fait une tentative de suicide. Mais ça n'a pas freiné la production qui voyait le harcèlement comme une opportunité de refaire parler de l'émission. Certes en mal, mais au moins, elle revenait au centre des discussions. Il y a eu du harcèlement envers Kim, l'ancienne Marseillaise est devenue complètement folle et a quitté l'aventure d'elle-même, des audios de ce qui se passait en off ont été dévoilés, on voit clairement qu'elle pétait les plombs. Je vous laisse imaginer la pression subie quotidiennement dans la maison. Et l'harcèlement a continué jusqu'à ce que 3 candidates, Rania, Natania et Angèle, qui ont également subi tout ça, se sont liguées pour faire fermer définitivement le programme vieux de 9 ans. On m'a aspergé le visage de produits ménagers, on m'a insulté de, excusez-moi le terme, de etc. La production m'a enfermée à clé dans une chambre. J'ai été agressée par 2 candidats physiquement. Ce ne sont pas ces candidats qui ont été sanctionnés. Non, c'est moi qui l'ai été. La vérité est que c'était surtout le manque d'audience qui manquait à la chaîne pour renouveler le programme. Le harcèlement choque au début, mais les téléspectateurs ne donnent plus tant d'importance à ce programme répétitif et malsain. Sans les réels castings faits par TF1, le casting était de plus en plus répétitif, et il faut le dire, de plus en plus moyen. Du côté de W9, c'est une toute autre histoire. Les ch'tis se sont arrêtés net pour les Marseillais, la seule émission qui a su s'imposer dans la durée jusqu'à encore tout récemment, alors que les autres chaînes étaient déjà en chute libre. Déjà, contrairement à NRJ12, l'émission de W9 n'avait pas besoin des castings de TF1, puisque les siens étaient déjà très bons, en tout cas jusqu'à ce qu'Alexia quitte les commandes de l'émission. Les candidats emblématiques sont devenus des influenceurs en cours de route, mais ont réussi à garder leur côté naturel qui faisait leur succès, car ils se connaissaient maintenant tous entre eux et devenaient, comme le plan d'Alexia le voulait, une vraie famille. D'ailleurs, c'est devenu une télé-réalité pendant les tournages, mais aussi à Marseille, puis à Dubaï, où les histoires continuaient d'alimenter les réseaux sociaux des candidats. Le fait que ce soit des vraies stars des réseaux leur permettait de promouvoir l'émission, qui en échange leur offrait de la nouvelle visibilité, des nouveaux abonnés et donc des futurs partenariats.
La tromperie devient la marque de fabrique de l'émission, la première importante étant celle de Paga et Adixia. Puis on a eu celle de Benji et Alix qui faisaient des records d'audience en pleine pandémie du Covid, et on a aussi eu les cultissimes retrouvailles entre Mila et le mec à Mila. La mode tromperie connaît par contre ses premières limites avec Naka et Héloïse, qui en plus de ne pas être des grosses têtes du programme, n'étaient pas non plus des grands acteurs. Les téléspectateurs ont vu clair dans leur jeu et commencé à se lasser des tromperies répétitives. La famille se resserre et laisse peu de place aux nouveaux. S'intégrer dans un programme avec des personnes aussi habituées aux caméras et si connues devenait impressionnant. Une des nouvelles qui ne connaissait aucun Marseillais qui a quand même très bien su s'intégrer est arrivée en 2018, Maëva Guénam. On commence à faire la Mac avec moi, sauf que moi je suis un computer. Elle a un peu sauvé une saison très monotone qui commençait à tourner en rond. Elle est arrivée en clashant absolument tout le monde, et qu'on l'aime ou pas, elle a vraiment une personnalité bien à elle, et c'est clairement une candidate qui a peur de rien, qui repousse toutes les limites. Elle a su redonner, accompagnée par Greg, un vrai nouveau souffle à l'émission de W9. Mais W9 avait en parallèle une autre émission, Les Princes de l'amour. Et Magali Berda, qui souhaitait avoir encore plus d'influence dans son agence, reprend la main de cette émission. C'était l'émission qui ramenait le plus de nouvelles têtes. Le même style de filles sont recrutées, des filles voulant marquer la saison comme Mila Jasmine a su le faire en 2016, non pas parce que c'est leur personnalité ou qu'il y a des réels sentiments en jeu, mais uniquement dans la quête de nouveaux followers. Et forcément ça se ressent. Les audiences ont été divisées par 2, par 5 même par rapport à La Belle et ses Princes. La place de Magali Berda et son empire a vite eu raison des Princes de l'amour. Mais progressivement, ça a aussi impacté les Marseillais. Les nouveaux manquent de naturel et de spontanéité, et les stars du programme se lassent de venir faire ces émissions, tant ils n'en ont plus besoin financièrement, et tant leur vie prend des nouveaux tournants, avec souvent des nouveaux projets, des vies de famille et même des bébés. Les audiences de l'émission culte sont en chute libre à partir des Marseillais au Mexique, qui comptent moins de 500 000 fidèles. La dernière saison du Cross était même en dessous des 400 000 téléspectateurs. Sans surprise, il n'y a pas de renouvellement annoncé pour une prochaine saison. Le constat est sans appel. En 10 ans, nous sommes passés d'un extrême à l'autre. De candidats naturels à des professionnels du métier. De l'authenticité pure à des pros du buzz. On ne peut pas pointer du doigt une personne en particulier. Mais l'empire des placements de produits qu'a lancé Magali Berda y est forcément pour quelque chose. On peut aussi voir un lien entre toute cette superficialité qu'il y a à la télé et celle imposée par les réseaux sociaux. Les filtres Snapchat et Instagram se reflètent par toutes ces filles refaites dans les émissions de télé. Le problème étant que ça peut créer des complexes importants, surtout chez les jeunes, qui idéalisent certains de ces candidats. Les productions ont chacune tenté à leur manière d'évoluer et de rester populaires, parfois en choquant le plus possible. Mais le public se lasse de tous ces extrêmes, et ce dernier chapitre de la télé-réalité pourrait bien être le dernier. Mais peut-être est-ce le début d'une nouvelle ère? Est-ce l'ère des réseaux sociaux qui sont les nouvelles télé-réalités d'aujourd'hui? Au moins il n'y a plus tous les problèmes de production qui veulent toujours en mettre plein la vue. Les candidats sont libres de partager ce qu'ils veulent. Mais petit à petit les gens se lassent. Les influenceurs sont pointés du doigt car certains font vraiment le minimum avec leur audience et bombardent de placements de produits plus ou moins réussis, sur des placements d'ailleurs plus ou moins légaux. On travaille comme des chiens à faire des 4 pubs par jour, on prend des followers à faire nos émissions de merde là. Surtout que dans le monde de l'influence, la concurrence est énorme. Ils ne sont pas qu'en compétition entre eux, mais bien avec tous les créateurs de contenu sincères et honnêtes, ayant vraiment travaillé dur pour se créer une communauté. L'exemple même étant Lena Situation qui multiplie les prises de risques et a vraiment un contenu spécial. Mais ce n'est pas la seule. La majorité des influenceurs de télé n'apportent pas vraiment grand chose et sont au contraire parfois même très problématiques. Que moi je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent. Genre là c'est comme si j'avais 12 ans genre. Quand leur audience s'essouffle, ils ont souvent recours à des bad buzz. Cette technique marche pour l'instant, mais risque de s'essouffler tôt ou tard. Petite pause parce qu'en plein montage de la vidéo, des vidéos postées par Jazz et Manon, deux grosses têtes de la télé qui vivent des placements de produits depuis plusieurs années, confirment ce que je suis en train de dire. Elles expliquent refaire des bookings, venir à des fêtes privées, des inaugurations, voire en boîte de nuit contre une rémunération. Tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant Magali Berda. Si vous êtes un truc aussi d'enfant l'après-midi, n'hésitez pas. Ce qui est très mauvais signe pour les influenceurs de télé-réalité. Concernant la télé-réalité à la télé, après 10 ans d'absence, la Star Academy a fait un retour réussi sur TF1. Les candidats étaient très simples et c'est justement ce qui a fait le succès de la saison. Ça arrive au moment du déclin de toutes les télé-réalités très superficielles. Ça montre bien que l'authenticité prime aujourd'hui. Il y a aussi la production de Secret Story qui a annoncé le grand retour de l'émission culte sur Twitter. Après ce long temps d'absence, le retour est attendu.
Mais recruter des candidats sincères et intéressants en 2023, avec des règles et des nouveautés pour pimenter l'aventure, est un réel challenge, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de ce retour de Secret Story? Pensez-vous qu'on aura le droit un jour à des nouveaux candidats naturels? Et est-ce que ça suffirait à relancer les émissions de télé-réalité? Ou est-ce que ce genre de télé devrait être enterré à jamais? J'attends vos avis en commentaire, j'espère que vous avez passé un beau moment. Pour ma part, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao!